Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Donc, ici même, le Koweït, l'armée koweïtienne, le gouvernement koweïtien annonce officiellement qu'ils sont sous attaque de drones iraniens. Des essaims de drones Shahed iraniens traversent l'espace aérien pour frapper des cibles dans le pays. Les défenses aériennes au Koweït sont actives et tentent d'abattre ces drones. Et ici, il est dit que les drones ont pénétré l'espace aérien koweïtien, je cite, en ciblant un certain nombre d'installations vitales. Ça pourrait être des infrastructures énergétiques, le dessalement de l'eau, des bases militaires. Nous ne connaissons pas les cibles exactes visées par les Iraniens, mais gardez encore une fois en tête qu'il est censé y avoir un cessez-le-feu en ce moment. Il ne devrait y avoir aucun tir de la part de qui que ce soit. Aucun tir de la part des Israéliens, aucun tir de la part des Iraniens, aucun tir de la part des États-Unis d'Amérique. Le seul qui semble respecter cela, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est le genre de cessez-le-feu qu'on annoncerait comme historique à un pupitre, puis qui s'effondrerait avant même qu'on coupe les micros. Les dernières mises à jour en provenance du Liban et ce qui se passe ici montrent que cela ne peut pas durer. Nous ne pouvons pas laisser l'Iran faire cela. Ils ont bombardé l'Arabie Saoudite, ils ont bombardé le Qatar, ils ont bombardé le Koweït, ils ont bombardé les Émirats Arabes Unis. Quelqu'un est ensuite intervenu sans que personne n'en revendique la responsabilité et a fait sauter une installation pétrolière iranienne. Donc, on a des tirs dans toutes les directions. Maintenant, le rythme des tirs varie selon le moment de la journée et depuis le début du cessez-le-feu, mais les Iraniens lancent une attaque massive contre le Koweït. En parlant de l'Arabie Saoudite annonce que les dommages subis lors de l'attaque iranienne survenue après le cessez-le-feu, qui a touché son industrie pétrolière, l'ont forcé à interrompre la production de 700 000 barils de pétrole par jour. 700 000 barils de pétrole par jour. C'est la réduction annoncée par les Saoudiens à la suite des dégâts causés par une attaque de drone ou une attaque de missile. Nous ne savons pas vraiment laquelle des deux c'était, mais il s'agissait d'un impact direct sur un immense pipeline qui va d'est en ouest pour transporter le pétrole. Ils réduisent maintenant la production de 700 000 barils de pétrole par jour. Cette attaque est survenue après le cessez-le-feu. Nous avons aussi beaucoup de mises à jour, y compris les mouvements dans le détroit d'Ormuz. D'abord, une intense défense aérienne à Téhéran, 13 et Karaj. Nous l'entendons de plusieurs sources. Ils illuminent le ciel avec tout ce qu'il leur reste comme défense aérienne. Ils tirent sur tout ce qui se trouve là-haut. En plus, il y a davantage d'activités de défense aérienne dans la province de Koustan, en Iran. Donc, encore une fois, les défenses aériennes iraniennes ici, les défenses aériennes du Nord-Est, la DCA tire, donc à au moins 4 endroits différents en Iran. Ils tirent des munitions antiaériennes dans le ciel pour abattre quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils essaient exactement d'abattre? Nous ne savons pas avec certitude. Mais il y a des informations faisant état de drones non identifiés au-dessus de Téhéran, 13 et Karaj. Ça pourrait être des drones israéliens. Ça pourrait être des drones américains. Ça pourrait être des drones d'un pays du Golfe. Nous ne le savons pas. Mais encore une fois, ce serait une autre violation du cessez-le-feu. Violer l'espace aérien constitue une violation du cessez-le-feu. Donc, littéralement, pratiquement aucun point de ce cessez-le-feu n'est respecté. Il semble s'agir d'un cessez-le-feu de nom seulement. Beaucoup de gens n'auront peut-être pas le courage de le dire ouvertement. Moi, je vais le dire ouvertement. C'est ce que c'est. Les tirs continuent. C'est indéniable. À ce stade, appeler ça un cessez-le-feu, c'est essentiellement la version politique étrangère d'apposer un logo doré sur le chaos et d'espérer que l'image de marque fasse tout le travail. Ensuite, nous avons un briefing classifié présenté à la Knesset en Israël, annonçant que l'Iran a déjà commencé. Nous en sommes au 3e jour et demi du cessez-le-feu, au 3e jour environ selon l'endroit où vous vous trouvez, du cessez-le-feu, et lors d'un briefing classifié à la Knesset, il est dit que l'Iran a déjà commencé à reconstruire certains de ses missiles, en dégageant ces missiles de tunnels qui s'étaient effondrés ou dont les entrées avaient été frappées pour empêcher une sortie facile du matériel. Ils sont déjà en train de dégager ces missiles, de se préparer à repartir. C'est presque comme si ce cessez-le-feu ne faisait que permettre à tout le monde de se réarmer pour ce qui pourrait venir ensuite, et le détroit d'Ormuz va être d'une importance critique dans tout cela. Maintenant, le Liban continue d'être un enjeu majeur dans tout ça, parce que les Iraniens disent que si les Israéliens continuent de se battre au Liban, nous n'allons pas négocier. Nous recommencerons à tirer des missiles balistiques sur Israël, ce qu'ils ont fait de toute façon après l'annonce du cessez-le-feu. Il y a des affrontements et des troupes israéliennes au Liban. On entend les tirs. Donc, les combats au Liban n'ont pas cessé. Ce sont des photos de frappe
aérienne dans le pays. Et puis ici même, les dégâts dans le pays alors que les tirs et les bombardements se poursuivent. Alors, est-ce un cessez-le-feu ou est-ce que ce n'en est pas un? Ce n'en est certainement pas un. Maintenant, nous allons revenir au détroit d'Ormuz sous peu. Mais d'abord, le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, publie une déclaration affirmant que l'Iran a gagné la guerre, en menant une défense épique, et ajoute que l'Iran cherchera à obtenir des réparations pour la guerre et à faire entrer la gestion du détroit d'Ormuz dans une nouvelle phase. Donc, l'Iran déclare la victoire, et les gens vont rire de ça, et c'est une chose stupide à dire. Nous avons détruit leur marine. Nous avons détruit leur force aérienne. Nous avons détruit beaucoup de choses différentes en Iran. Mais la façon dont les Iraniens voient la victoire, la façon dont l'IRGC et l'Ayatollah voient la victoire, c'est « il faut simplement être encore en vie. Il faut simplement rester au pouvoir. » L'IRGC a plus de pouvoir dans le pays qu'il n'en a jamais eu auparavant. Il dirige tout cela avec un pistolet pointé sur la tête de quiconque lui résiste dans le pays. Le détroit d'Ormuz est effectivement resté fermé. Ce sont des faits. Donc, il déclare la victoire. Et même si ce n'est pas vraiment une victoire au sens traditionnel, le régime s'est pas effondré, c'est un fait. L'IRGC était déjà là avant avec moins d'influence, ils avaient quand même énormément d'influence, mais pas autant. Maintenant, ils ont le contrôle total. Le fils de l'Ayatollah, qui est essentiellement une simple marionnette pour l'IRGC, est le nouveau guide suprême. Ils vont exploiter cela pour toute la propagande possible. C'est toujours le même vieux scénario, perdre sur le fond, garder le slogan, puis tenir la conférence de presse comme si le volume pouvait remplacer la réalité. Maintenant, pour en venir au détroit d'Ormuz, un seul pétrolier, nous en avons parlé plus tôt, mais je vais être clair là-dessus. Un seul pétrolier a traversé le détroit d'Ormuz ce matin. Ensuite, 5 vraquiers ont effectué le transit. Et dans le détroit d'Ormuz, si vous voulez passer, vous devez payer aux Iraniens 2 millions de dollars par navire, selon des informations en provenance d'Iran qui ont été vérifiées par certaines sources occidentales. Si vous ne le faites pas, ils feront sauter votre navire. Le détroit est effectivement fermé. Ce n'est pas de la stabilité maritime. C'est un poste de péage avec des missiles. Exactement le genre de négociation musclée que certains adorent vanter jusqu'à ce que la facture arrive. Maintenant, certaines personnes ont dit que nous devrions simplement monter à bord des navires et les saisir comme nous l'avons déjà fait avec les pétroliers russes, les pétroliers vénézuéliens. Je vais expliquer pourquoi ce n'est pas si simple. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une vidéo d'une saisie de pétroliers précédente. Ce que vous regardez ici, ce sont 2 hélicoptères des gardes-côtes américains qui s'approchent d'un pétrolier, l'un de ceux que nous avons saisis. Et ces pétroliers n'étaient pas armés. Alors, que font-ils? Comme vous pouvez le voir ici, ils se mettent en vol stationnaire au-dessus du pont. Ils lancent des cordes. Ensuite, les hommes descendent en rappel. Ils sont armés. Ils sont prêts à un échange de tirs, s'il le faut. Et ensuite, ils sécurisent le navire. Ce qui est important ici, c'est que les navires qui traversent le détroit d'Ormuz, certainement les navires iraniens et presque certainement les navires chinois, sont armés avec des personnes qui ont des RPG à bord. Pensons à la bataille de Mogadiscio, Black Hawk Down. À quel moment un hélicoptère est-il le plus vulnérable? Quand il est en vol stationnaire, n'est-ce pas? Quand il est en vol stationnaire comme ça, il doit rester en vol stationnaire. Les gars doivent lancer les cordes, descendre, quand on ne leur tire pas dessus. Excellente façon de monter à bord du navire. Excellente façon de le prendre. Le problème, c'est qu'un type surgit avec un RPG et tire sur vous à courte portée. Vous pourriez être abattu du ciel et là on parle de 8, 9, 10, 11, 12 Américains morts et ils doivent rester en vol stationnaire pour lancer les cordes, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le choix. Alors, les gens disent, bon, prenons simplement les navires, abordons-les comme nous l'avons fait auparavant. Eh bien, les navires que nous avons pris auparavant, le fait est qu'ils n'étaient pas armés et que l'équipage s'est rendu immédiatement. Là, c'est la guerre. Ils sont armés. Ils auront des gens avec des lance-roquettes. Et j'ai parlé à des gens qui faisaient cela pour gagner leur vie et ils ont été parfaitement clairs là-dessus, à l'écran même ici. Si vous essayez de descendre en rappel sous le feu de RPG, vous allez faire tuer beaucoup d'Américains et vous allez faire fortement monter l'escalade avec la Chine. Parce que maintenant, nous ne prendrions pas des navires iraniens ou vénézuéliens. Nous prendrions des navires chinois chargés de pétrole et à destination de la Chine. Vous pensez que la Chine va accepter ça sans réagir? Non. Elle cherchera à intensifier davantage les provocations. Elle va provoquer l'ours. Donc, ce n'est pas une bonne idée. À moins que vous soyez prêts à voir beaucoup d'Américains revenir dans des cercueils.
Et si c'est l'argument que vous voulez défendre, alors expliquez cet argument. Mais des hélicoptères en vol stationnaire au-dessus du pont d'un navire, avec des roquettes et des missiles qui leur passent dessus, c'est la recette d'un désastre potentiel. C'est là que la formule du dur à cuire se heurte à la physique, et la physique se moque complètement du ton dramatique du rassemblement électoral. En outre, les États-Unis, malgré le cessez-le-feu, ont dépêché aujourd'hui seulement 9 vols cargo différents depuis l'Europe vers le Moyen-Orient, certainement chargés de ravitaillement, chargés en vue de ce qui pourrait suivre. Si le cessez-le-feu échoue, nous voulons plus de défense aérienne en place. Nous voulons plus d'hommes sur place. Nous voulons plus d'équipements sur place. Donc, 9 avions différents, des avions américains, et je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant dans un instant, ont afflué vers le Moyen-Orient alors que la guerre se poursuit. Et puis ici, tout un ensemble d'avions cargo pakistanais. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a plus d'1 an, et cela s'avère pertinent. 2 avions cargo pakistanais différents ont atterri aujourd'hui en Arabie Saoudite en transportant des objets inconnus. Pourquoi est-ce intéressant? Eh bien, premièrement, l'Arabie Saoudite et le Pakistan ont un pacte de défense militaire. Donc, si l'Arabie Saoudite est attaquée, le Pakistan viendrait essentiellement à son aide. Deuxièmement, et c'est bien plus important dans ce contexte, il y a depuis longtemps des spéculations selon lesquelles l'Arabie Saoudite a financé le programme nucléaire pakistanais pour développer des armes nucléaires, n'est-ce pas? Pourquoi fait-on cela? Pourquoi paie-t-on un autre pays pour développer des armes nucléaires, pour obtenir la bombe? On le fait avec l'idée qu'on pourrait ensuite acheter ces bombes ou avoir accès à ces bombes en cas d'urgence, comme si l'Iran se précipitait pour obtenir la bombe. Donc maintenant, nous avons des avions pakistanais qui arrivent en Arabie Saoudite, après que l'infrastructure pétrolière saoudienne a subi un coup sérieux, très sérieux. Nous ne savons pas ce qu'ils transportent. Je ne dis pas qu'ils transportent des armes nucléaires. Ce serait fou. Mais le fait est qu'ils ont un pacte de défense. Les services de renseignement américains estiment que l'Arabie Saoudite a payé pour le développement de leurs armes nucléaires et on ne paie pas pour quelque chose comme ça sans s'attendre à quelque chose en retour. Donc une situation très très intéressante est en train de se développer. Et enfin, l'IRGC fait maintenant garder des points de contrôle par des enfants armés de mitrailleuses. C'est un enfant qui tient une mitrailleuse à un point de contrôle. Donc, cela montre bien à qui nous avons affaire. Avec l'IRGC maintenant aux commandes de l'Iran avec un contrôle complet et total. Les pires personnes du pays ont maintenant le plus d'influence. Donc au moment où je tourne ceci, l'Iran a lancé une autre attaque massive. Nous avons des tirs antiaériens partout en Iran. Nous ne savons pas sur quoi ils tirent. Nous ne savons pas qui est responsable des appareils dans leur espace aérien. Le Liban continue de se faire pilonner. C'est une situation très mouvante, très dangereuse, et nous avons des appareils en mouvement à cette heure vers toutes sortes d'endroits. Donc, voilà où nous en sommes. Et dans un moment pareil, la dernière chose dont le monde a besoin, c'est d'une autre mise en scène où le chaos est vendu comme une stratégie et où chaque contradiction est traitée comme une occasion de branding. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.